Allez, c'est le moment de la grande interview. Avec nous en plateau, Lucie Jacquet-Malo. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes docteur en mathématiques, vous avez travaillé comme responsable scientifique du projet France 2030 Démo ES, donc sur les démonstrateurs numériques dans l'enseignement supérieur. Encore récemment, vous étiez chef de projet IA générative souveraine pour les établissements d'enseignement supérieur et de recherche auprès de l'AMUE, l'Agence de mutualisation des universités et établissements, ainsi que du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Vous êtes aussi à l'initiative de l'alliance entre Mistral AI, EdTech France et 36 établissements d'enseignement supérieur. Vous êtes donc quand même très très engagée, Lucie, dans ces sujets d'IA souveraine. Et aujourd'hui, vous êtes la coordinatrice du programme IA à l'Institut Mines Télécom. Je disais en présentation de l'émission, un programme très ambitieux qui s'appuie en fait sur 3 grands piliers. Vous allez nous les expliquer très précisément. C'est vraiment tout récent, ça date de ce mois-ci, de novembre 2025. Donc 3 partenariats importants dans l'IA. Vous êtes, je disais, engagé depuis longtemps sur ces sujets. Vous êtes convaincu qu'aujourd'hui, la France, l'Europe peut prendre une place majeure dans le domaine, dans le champ des IA génératives et des grands modèles de langage ? Oui, tout à fait. La France peut prendre une place et en réalité, elle l'a déjà prise. Hier soir est sorti le rapport de la Cour des comptes sur la prise en main des outils et de l'usage de l'IA, de l'intelligence artificielle en France. Sur la stratégie nationale d'intelligence artificielle. Tout à fait. Et la France se place en 5e position mondiale. Donc, on est complètement dans la course et il y a encore temps de continuer à travailler pour non seulement rester dans la course, mais proposer des outils à l'européenne, j'ai envie de dire, c'est-à-dire frugaux de manière énergétique et écologique, et en même temps éthique, avec une utilisation raisonnée pour nos apprenants, nos étudiants, qui deviendront les travailleurs de demain. Et alors moi, j'entends aussi beaucoup le discours de oui, c'est encore possible de se faire une place, mais finalement plutôt sur des petits modèles de langage très spécialisés. Vous êtes d'accord avec ça ? Je suis assez attachée à cette idée, effectivement. Les grands modèles de langage tels que ChatGPT ou même des modèles de langage que propose Mistral sont très intéressants pour un usage quotidien et pour un usage du grand public. Et petit à petit, plus on va se former et plus on va travailler avec ChatGPT, avec Mistral, plus on va comprendre qu'on va avoir des besoins spécifiques auxquels des IA plus frugales peuvent répondre et d'une meilleure manière. C'est vers ça qu'on espère tendre. Ok, alors on va regarder donc ces 3 partenariats qui ont été annoncés par l'Institut Mines Télécom. D'abord, un déploiement massif des solutions Mistral AI, donc avec la licence Le Chat et son API, dans ces 10 écoles à l'IMT. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement, déploiement massif des solutions Mistral AI ? C'est-à-dire qu'on ne fera plus que du Mistral AI dans ces établissements ? Non, on ne fera pas plus que du Mistral AI. Par contre, dans les 10 établissements de l'Institut Mines Télécom, donc qui sont répartis un peu partout en France, on essaye d'harmoniser notre stratégie et notre manière de faire de l'IA. Aujourd'hui, 99% des étudiants utilisent une IA générative pour faire leurs devoirs. Et 99% utilisent une IA générative américaine. Oui, presque. Tout à fait. Okay. Tout à fait. Presque. Le plus souvent, ChatGPT. Il y a un rapport qui est le rapport Pascal Tadei qui est sorti il y a quelques mois qui indiquait que effectivement ChatGPT était très largement en tête et que Copilot était derrière, puisque quand vous utilisez un outil, par exemple Word, vous pouvez avoir accès à Copilot tout de suite. Donc, l'objectif, c'est de lutter contre ces usages parce que parfois, on partage des données dont on ne sait pas qu'elles vont être ponctionnées, par exemple, par les États-Unis. Et puis, on a également une volonté de servir les enseignants, les chercheurs et les personnels administratifs avec une IA la plus souveraine possible. Et aujourd'hui, Mistral propose une réponse qui nous convient très bien. Ce n'est pas pour ça qu'on ne regarde pas ailleurs, mais on a investi massivement parce qu'on a acquis plus de 1000 licences. C'est ce que j'allais dire, parce que quand on parle de partenariat, on ne sait pas ce que ça veut dire exactement financièrement. Et donc vraiment, c'est de l'achat. Vous avez fait une commande auprès de Mistral ? Tout à fait. On a fait une commande auprès de Mistral, mais on travaille, par exemple, autour de l'organisation d'événements en partenariat avec Mistral. L'Institut Mines Télécom est spécialisé donc, dans les mines et les télécommunications. Donc, on a un savoir-faire et des étudiants d'excellence qui peuvent, dans toutes les écoles de l'IMT, prétendre à travailler sur le déploiement d'outils d'IA qui pourraient servir le quotidien.
Et alors, donc ce sera vraiment le plus gros investissement dans le domaine de l'enseignement supérieur qui va directement profiter à une entreprise française, donc Mistral. Vous espérez montrer la voie avec ça? Est-ce que ça vous semblerait logique, pertinent que l'ensemble des établissements supérieurs fassent la même chose? Ou c'est un choix finalement technologique, comme d'autres pourraient faire d'autres choix? C'est militant, c'est technologique. C'est une très bonne question. Étant, vous l'avez bien dit, à l'initiative de l'alliance entre Mistral AI, EdTech France et des établissements d'enseignement supérieur, je ne peux pas dire le contraire. Mais c'est toujours très important, voilà, de regarder ailleurs. Et en même temps, Mistral nous propose aujourd'hui une offre qui est très satisfaisante et de toute façon qui est nécessaire, parce qu'on a énormément de Shadow IT avec l'utilisation de ChatGPT. Il faut lutter contre ça. Mistral est une bonne première réponse. Okay. Peut-être qu'il y en aura d'autres. C'est-à-dire ? Par exemple, comme je disais, avec le déploiement d'outils plus frugaux et plus spécifiques, je suis pas sûre que ce soit un modèle économique très fructueux pour Mistral AI qui fait des investissements à des millions et des milliers, voire des milliards d'euros. Et pourtant, on a besoin de ces outils-là au quotidien. Donc peut-être que dans ces cas-là, ce n'est pas Mistral qui peut répondre, mais par exemple les EdTech, d'où le partenariat avec EdTech France sur des outils plus spécifiques. Ok. En termes d'usage, qu'est-ce que vous imaginez? Est-ce que vous parlez d'usage finalement de Shadow AI, c'est-à-dire des usages faits par les étudiants, j'imagine, pour faire des recherches un petit peu comme ça au quotidien de manière aléatoire? Ou est-ce que vous avez envisagé une série d'usages très spécifiques avec ces modèles? Alors, on a une série d'usages très spécifiques. On a dressé un tableau de 81 cas d'usage dans l'enseignement supérieur, qui n'est absolument pas exhaustif, mais qui liste globalement la plupart des usages dans l'enseignement. Par exemple, un enseignant souhaite produire du contenu assez facilement et plus rapidement que s'il ne le faisait pas par IA. Aujourd'hui, on estime qu'un enseignant sur une préparation de cours, quand il utilise l'IA, peut gagner 90% de son temps de préparation de cours, ce qui est énorme. Et ce temps-là, il peut le libérer pour faire de la recherche, par exemple, ou pour avoir d'autres activités, ou pour améliorer la relation one-to-one qu'il va avoir avec son étudiant. Et puis pareil, sur l'administratif, et là on n'est pas mieux ni moins bien que tous les autres, sur l'administratif, on peut améliorer le travail d'un DRH, on peut améliorer le travail d'autres personnes, mais toujours avec une garantie sur la sécurité des données, puisqu'on manipule des données extrêmement sensibles, des traces d'apprentissage nominatif des étudiants, pourquoi pas des copies d'examen qui sont extrêmement confidentielles et des données RH qui sont des données sensibles qui contiennent des données personnelles. Et d'ailleurs, tous ces usages vont servir aussi à entraîner le modèle de Mistral? Non. Ça c'est très clair dans les conditions. En même temps, c'est dommage pour eux. Alors, c'est très clair dans les conditions générales d'utilisation de l'offre Le Chat Entreprise, qui est en fait dont on bénéficie d'un dérivé. Les données ne sont pas réutilisées pour le réentraînement et c'était la condition sine qua non d'ailleurs de toute façon, puisque nos données doivent rester chez nous et nous appartenir. Alors, il y a donc deuxième partenariat important, l'adhésion à la fédération ILAS. Je ne sais pas si je le prononce correctement, mais l'idée est de mutualiser les ressources informatiques avec une vingtaine d'établissements du supérieur. C'est-à-dire très concrètement, quelle infrastructure vous allez mettre en place? Alors, ILA, c'est une initiative, vous le dites très bien, inférence à LLM à ce service. Okay. Voilà, on peut le résumer assez facilement. C'est une opération qui a été montée au départ par l'Université de Rennes et l'École centrale Supélec et qui a vocation à rayonner sur tout l'enseignement supérieur. L'IMT a décidé de rejoindre ce partenariat pour une raison très simple. Aujourd'hui, vous pouvez sur votre maison installer des panneaux solaires photovoltaïques. Ouais. Ils permettent d'emmagasiner l'électricité. Vous consommez, je mens un peu, mais c'est un peu l'idée. Vous consommez l'électricité qui a été emmagasinée par vos panneaux et lorsque vous avez du surplus, vous la revendez à EDF. Ouais. En réalité, c'est un peu la même chose qu'on va faire avec les serveurs. C'est-à-dire que les établissements qui sont adhérents à ILAS vont mettre à disposition des infrastructures et des nœuds de calcul. Ils vont être prioritaires sur leurs nœuds de calcul. Donc, bien entendu, s'ils ont des phases de recherche, ils vont pouvoir utiliser leurs infrastructures. Mais tout ce qui n'est pas utilisé va être mis dans le pot commun au bénéfice de tous. Et donc, ça, ce qui est très intéressant, c'est que... Mais c'est spécifique pour faire tourner les grands modèles de langage? Pas forcément. Ça va être spécifique pour faire du calcul. Donc, ça peut être du calcul, comme vous entendez parler du calculateur Jean Zé. Voilà, donc on a des supercalculateurs qui sont parfois très sollicités. Vous avez quelque chose à faire en recherche, autour de l'IA ou pas.
D'accord, vous allez pouvoir solliciter les établissements d'ILAS pour avoir plus de capacités. Et puis, 3 mois après, c'est votre établissement qui va mettre à disposition les capacités. D'accord, donc c'est un projet, c'est une approche donc collaborative de partage de capacités de calcul, partage aussi sur les usages. Vous imaginez, je sais pas, partager des bonnes pratiques, par exemple, juste un cas d'usage qui a été identifié dans tel établissement qui pourrait servir à un autre? Bien entendu, oui, oui. Et le premier cas d'usage, c'est le cas d'usage d'une IA générative assez généraliste. Donc ça, on en a développé en interne. Et comment vous la diffusez alors ensuite? Comment vous diffusez le cas d'usage? C'est une très très bonne question, et c'est une question à laquelle il est vraiment pas facile de répondre, parce que les IA qu'on déploie sont diffusées par des campagnes de communication assez simples, et en général, les gens les testent. Et quand ils les testent, ils ont en tête que ces IA qu'on développe maison, on va dire, vont remplacer ChatGPT. Et c'est pas du tout le cas. Ouais. Et elles sont parfois moins ergonomiques. On n'a pas les milliards d'ergonomie qui peuvent être mis, au service de l'ergonomie. Et en même temps, ces outils-là vont avoir des usages plus spécifiques. Et donc, il ne faut pas se dire qu'on va réussir à remplacer ChatGPT par des outils maison basés sur la fédération ILAS, mais qu'on va remplacer plutôt les usages, et c'est pour ça qu'on a un vrai travail sur ces cas d'usage-là, grâce à des outils plus spécifiques. Et que petit à petit, on va transformer ces mésusages de ChatGPT en usage bénéfique au sein de la communauté. Vous coordonnez l'ensemble du programme, mais va y avoir une gouvernance partagée? Comment ça va s'organiser Oui, avec tout à la fait. fédération? Tout à fait. Alors, moi, je coordonne le programme IA donc de l'Institut Mines-Télécom. La fédération, qui est donc pilotée par l'Université de Rennes et Centrale Supélec, va être composée d'un conseil d'administration, et sur lequel on aura évidemment des choses à dire en tant que membre de ce conseil d'administration, par exemple. Ok. Alors, troisième partenariat, c'est la collaboration avec le label Equitia, donc pour certifier l'éthique des pratiques. Qu'est-ce que ça veut dire, l'éthique des pratiques aujourd'hui, avec les modèles de langage, avec l'intelligence artificielle? On n'a pas de définition véritable. Non, et j'aime assez l'idée qu'on puisse avoir une définition un peu personnelle de l'éthique des pratiques. Ouais. Aujourd'hui, quand on utilise un outil d'IA, on aime bien se poser la question: est-ce que c'est éthique? J'entendais tout à l'heure justement sur le plateau, quand on utilise un outil d'IA pour chercher une recette, ce n'est pas une utilisation éthique, voilà, clairement. Mais peut-être certaines personnes vont avoir des utilisations qu'ils jugent éthiques et que d'autres ne jugent pas éthiques. Maintenant, donc éthique et responsable, pour vous, ça va de pair? Oui, ça va de finalement. pair. Éthique, responsable, frugal, en tout cas le plus frugal possible. Néanmoins, il y a des repères et des marqueurs pour identifier si une utilisation est éthique ou pas, et Equitia va nous accompagner à accéder à ces marqueurs-là. Par exemple, est-ce que l'outil d'IA que j'ai développé, est-ce que je ne peux pas avoir une utilisation plus frugale? Et donc, est-ce que je vais tendre vers une meilleure utilisation? C'est-à-dire qu'ils vont auditer les modèles? Ils vont nous accompagner. Ils vont nous accompagner, et à la fin, il y a une labellisation vers laquelle on peut tendre par tout simplement une grande grille critériée qui nous permet d'être labellisé pour indiquer qu'on a une utilisation la plus éthique possible des IA, et donc il va contenir évidemment l'inclusion des publics à besoins spécifiques, la mise en place d'outils d'IA les plus frugaux possibles, la souveraineté, qui est un énorme sujet et donc sur lequel on se doit de travailler, et d'autres sujets bien entendu sur le déploiement et la formation des accompagnants. Et est-ce que ça veut dire que certains usages seront proscrits? Alors, pour l'instant, il y a des usages qui sont proscrits, et il y a des usages qui sont proscrits par les actes, par exemple. En termes d'éducation, nous sommes sur des systèmes d'IA qui sont à haut risque, et donc on se doit d'avoir une grande vigilance. Par exemple, l'inférence des émotions est interdite. Alors, ça, ça nous paraît évident. Et en réalité, quand on est enseignant, on a bien envie de savoir quel étudiant s'ennuie à quel moment du cours pour savoir comment l'améliorer. Ça, c'est interdit, tout simplement. Donc, il y a des choses déjà qui sont interdites, et il y aura des chartes. On est en train, évidemment, de mettre en place une charte d'usage sur laquelle, par exemple, nous interdisons le fait de placer des documents sensibles ou à données confidentielles dans l'IA, par exemple, de Mistral, parce que nous savons qu'elle est hébergée chez Azure en Suède et Google en Irlande. Donc, nous essayons de garder le maximum de souveraineté. Alors, ouais, c'est ça. Parce que comment on la traduit, cette exigence de souveraineté? Parce que vous faites le choix de Mistral, mais on sait très bien que derrière, on a encore toute cette infrastructure dont on n'a pas la maîtrise, finalement. Oui.
Tout à fait. Je vais reprendre les paroles de Pierre-Alain Muller, qui est président de l'Université de Haute-Alsace, et qui disait la France est entièrement souveraine sur les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Jusqu'à la dernière vis, on arrive à créer un sous-marin entièrement français. Aujourd'hui, sur l'IA, c'est impossible. Et il y a fort à parier que demain, ça restera impossible. Pourquoi ? Parce que les GPU sont états-uniens pour la plupart. Les métaux rares ou les minerais rares viennent de toute façon pas de France, parce qu'il n'y en a pas ou extrêmement peu. Donc, on n'arrivera jamais à être 100% souverain. Maintenant, comment on arrive à tendre... Parce que le cloud est aussi chez les hyperscalers. Tout à fait, tout à fait. Il y a eu un calcul de l'Inspection générale de l'enseignement supérieur, de l'enseignement du scolaire et de la recherche qui a été fait en disant qu'on ne pourrait pas transcrire les usages de ChatGPT des étudiants en France, tout simplement parce que nous n'avons pas assez de GPU. Donc à partir de ce moment-là, on a deux choix possibles. Soit on investit dans des GPU et dans des centrales nucléaires pour accompagner, etc., ce qui, à mon sens, n'est pas souhaitable, soit on revoit nos usages. Et donc tout ce problème de souveraineté va en fait avec le fait de pouvoir revoir nos usages sur des utilisations ou des mésusages. D'où le lien avec le label Equitia. Et on risque pas d'avoir finalement une double vitesse, c'est-à-dire des pays ou des continents qui vont super vite et qui font plein de choses super marrantes avec l'intelligence artificielle, et puis la France ou l'Europe qui va se limiter finalement. C'est possible. C'est possible et ça peut arriver, vous voyez, en recherche, par exemple. Nous essayons d'être à la pointe mondiale de la recherche en France. Et donc, pour ça, évidemment, augmenter par IA la capacité de faire des recherches. Par exemple, que vous avez un article à relire et à corriger, parce que les chercheurs corrigent des articles de leurs pairs. Ouais. Ça va beaucoup plus vite grâce à une IA. Bien entendu, le chercheur est toujours responsable de ce qu'il écrit ou de ce qu'il fait écrire par IA. Aujourd'hui, on sait que les États-Unis et la Chine utilisent énormément ces outils-là. Ils les utilisent très bien. Ils font générer des articles par IA, ils font générer des données par IA, et parfois même les articles par IA sont reviewés par des IA eux-mêmes. Donc vous voyez, on arrive à faire une espèce de... Alors là, ça commence à être inquiétant. Ça commence à être inquiétant, ouais. Et pourtant, ça existe déjà. Donc, en France, comment on arrive à rester, et c'est une question qui n'a pas de réponse pour l'instant, hein, mais comment on arrive à rester éthique, et donc à garder la supervision humaine, sans se faire noyer dans la concurrence nécessaire qui est opérée par la Chine et les États-Unis. Oui, puis dans l'idéal, c'est que ce modèle finalement soit adopté par les autres. Tout à fait. On peut l'espérer. Donc là, l'idée, en tout cas, c'est d'accélérer sur la stratégie IA. Donc accélérer tout en étant frugal, si j'ai bien compris, donc dans un environnement contraint et éthique. Quelle est votre vision, vous, de l'arrivée de l'intelligence artificielle dans l'éducation ? Est-ce que vous avez l'impression que ça va se faire finalement en douceur, que ça va être des petits usages qui vont se développer, mais pas une véritable grande transformation ? Ou est-ce qu'on est à l'aube d'un cataclysme ? Merci beaucoup pour cette question. Je trouve qu'elle est fondamentale. Il y a deux réponses. Effectivement, c'est un cataclysme parce que les étudiants utilisent donc à 99% les IA génératives. Ça veut dire que quand on donne des devoirs comme on le faisait il y a 5 ans, on n'a pas du tout la même manière de réagir de la part des étudiants. Ça nous implique donc sur une transformation profonde de notre manière d'enseigner. Ça, c'est très intéressant. Ça, c'est le côté révolution. Et puis, il y a le côté, bon, finalement, c'est pas tant que ça. Pourquoi ? Parce que je trouve que l'IA n'est qu'une modalité pédagogique ou qu'un outil servant une des modalités pédagogiques qui va nous permettre de mieux repenser nos usages. Je donne un exemple très simple en 10 secondes. Vous donnez un devoir maison à faire à vos étudiants. Les étudiants utilisent très massivement les IA génératives pour y répondre. Pas de problème. Vous ne voulez plus que les étudiants les utilisent. En réalité, là, ce qui compte, c'est la relation de confiance que vous avez nouée avec eux. Si vous les utilisez, ces IA-là, comme modalité pédagogique dans tel ou tel cours, mais que le jour où c'est interdit, c'est expliqué pourquoi c'est interdit, parce que là, on va acquérir des compétences sur lesquelles l'IA est complètement inutile, les étudiants et la relation de confiance qu'on a avec les étudiants est absolument géniale. Et là, l'IA, en fait, n'apparaît que comme une modalité pédagogique. Donc, on continuera à avoir des super talents mathématiques comme vous formés, y compris avec l'IA. Alors, pas comme moi, mais effectivement, tout à fait. Merci beaucoup, Lucie Jacquet-Malo, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes donc la coordinatrice de ce programme IA à l'Institut Mines Télécom. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Smart Tech, encore une émission riche en enseignements sur l'intelligence artificielle. On se retrouve très vite sur la chaîne Bismart.